Bonjour chers camarades boursicoteurs, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est maintenant chose faite, Justin Trudeau a remis sa démission aux Canadiens. Plus précisément, il s'est engagé à quitter son poste de premier ministre lorsque le Parti libéral aura trouvé un remplaçant à sa tête à l'issue d'une course à la chefferie qu'il veut rigoureuse et compétitive. Autrement dit, Trudeau est toujours en poste et reste pour l'instant le premier ministre du Canada. Quoi retenir des années Trudeau? Chacun a son opinion des 9 dernières années. Entre la légalisation du cannabis, les chèques de la PCU, l'écrasement du mouvement des camionneurs, les politiques identitaires, l'introduction du régime d'assurance dentaire nationale et j'en passe, ce gouvernement n'a laissé personne indifférent. Pour ma part, ce qui m'a frappé de ce gouvernement et de Justin Trudeau, c'est son opiniâtreté idéologique qui, à travers les années, l'a amené à s'éloigner des Canadiens jusqu'à s'en déconnecter complètement. Son idéologie post-nationaliste et immigrationniste, assaisonnée de politiques identitaires et socialistes, incarnée à travers un dogme où tous ceux qui s'y opposaient se voyaient accoler une étiquette terminant soit en iste, raciste, fasciste, ou en phobe, islamophobe, transphobe, etc., a été poussé avec un zèle tel qu'il a fini par se déconnecter des Canadiens, de son parti et de ses plus proches collaborateurs. Et cette déconnexion totale a été mise en lumière par lui-même lors de la conférence de presse qu'il a tenue plus tôt cette semaine et dans laquelle il annonça sa démission conditionnelle. C'est une question toute simple posée par une journaliste qui exposa le débranchement de Justin Trudeau envers la réalité. La journaliste demanda simplement au premier ministre de nommer la réalisation pour laquelle il était le plus fier. Je vous laisse écouter la question puis sa réponse et on y revient par la suite. Vous êtes au pouvoir depuis près de 10 ans. Le Canada a changé avec votre gouvernement. S'il y a une réalisation que vous pourriez nommer, dont vous êtes le plus fier, je sais qu'il y en a plusieurs, mais s'il y en a une, et peut-être un regret aussi. En 2015, on a été élu sur une promesse de travailler pour la classe moyenne dans ce pays. Et c'est ce qu'on a pu faire. On a réduit la pauvreté, on a aidé énormément les familles, on a créé une économie qui fonctionne pour bien plus de monde en se préparant pour un avenir et plus numérique et où les changements climatiques vont avoir un plus grand impact. On a fait énormément de travail avec les Canadiens. Le Canada est meilleur à cause du travail que nous avons tous fait au cours des dernières années. Mais avant de continuer, chers camarades boursicoteurs, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. C'est un petit geste, mais qui a un grand impact sur la promotion de ma chaîne. En somme, pour Justin Trudeau, sa plus grande réalisation a été de travailler pour la classe moyenne en créant une économie qui fonctionne pour les Canadiens, rendant ainsi le Canada un meilleur endroit. En entendant cela, je n'ai pu m'empêcher de penser que c'était purement délirant. Comment peut-on être aussi déconnecté de la réalité? Aujourd'hui, la classe moyenne au Canada peine à joindre les deux bouts. Si Justin Trudeau a prétendu travailler pour elle, c'est davantage pour lui nuire que pour la soutenir. Je vais d'ailleurs vous démontrer à l'aide de quelques indicateurs macroéconomiques simples pourquoi mes abonnés et moi, membres de cette dite classe moyenne, vivons dans des conditions détériorées par rapport à celles d'il y a 10 ans. D'abord, posons-nous la question. Qu'est-ce que désire le Canadien ou le Québécois moyen? Ne cherchez pas de midi à 14 heures, c'est assez simple. Un travail, du pouvoir d'achat, donc une économie forte, un toit au-dessus de sa tête et se sentir en sécurité dans son pays. Grâce aux données que j'ai minutieusement colligées pendant des heures à partir du site web de Statistique Canada, vous constaterez que le pays a régressé sur tous ces indicateurs depuis 2015. Commençons par l'emploi. Je vous parlerai ici de deux mesures, deux indicateurs, le taux de chômage et le taux d'emploi, parce que ce sont les deux mesures qui permettent de jauger le plus efficacement la santé du marché de l'emploi. Le taux de chômage est un indicateur de déséquilibre qui reflète l'écart entre l'offre et la demande d'emploi au sein de la population active, c'est-à-dire les personnes qui travaillent ou qui cherchent activement un emploi. Alors que le taux d'emploi mesure la proportion de population en âge de travailler, donc les 15 ans et plus, qui occupent effectivement un emploi, reflétant ici la capacité d'une économie à intégrer cette population dans le marché du travail. Pour le chômage, à 6,8% en date de novembre dernier, 9 ans de Justin Trudeau nous ont essentiellement ramené où nous étions au début de son premier mandat,
soit 7%. Même si son début de mandat était prometteur, ceux qui veulent travailler aujourd'hui ont de la difficulté à se trouver un emploi, autant qu'il en avait il y a 10 ans. Pour le taux d'emploi, à 60,6% en date de novembre dernier, encore une fois, il nous indique que l'économie a plus de difficultés à intégrer la population sur le marché du travail aujourd'hui que lors de l'élection de Trudeau, dans la mesure où ce taux était à 61,6% en octobre 2015. Une des raisons pouvant expliquer cette incapacité de l'économie à intégrer la population en âge de travailler au marché de l'emploi, c'est que sous Justin Trudeau, la croissance de la population a littéralement explosé au pays et l'économie n'a pas su s'y ajuster. La croissance de la population au pays est passée de 0,8% par année à son entrée en fonction à 2,3% à la fin de 2024 et a même atteint 3,1% en 2023. Une croissance complètement démesurée par rapport au taux annuel d'accroissement moyen. Ceci nous amène donc au point 2, l'économie. Après 9 années de Trudeau, l'économie est-elle meilleure pour la classe moyenne? À première vue, l'économie semble avoir cru de façon soutenue sous Justin Trudeau. Le PIB a continué sa croissance de façon ininterrompue. On s'attend donc à ce que les Canadiens se soient enrichis sous l'ère Trudeau compte tenu que le gâteau économique s'est agrandi. Or, la réalité est tout autre. Même si le gâteau s'est agrandi, le nombre d'invités autour de la table s'est tellement accru que la portion théorique de gâteau que reçoit chaque Canadien n'a pas augmenté au cours des 9 dernières années. Sous Trudeau, le PIB par habitant a cessé de croître. Autrement dit, le niveau de vie des Canadiens est resté grosso modo le même au cours de la dernière décennie. Une autre façon de le voir est que notre productivité économique a elle aussi stagné. Notre capacité à créer de la richesse par heure de travail au pays est pratiquement au point mort depuis l'élection de Trudeau. Donc, mis à part l'accroissement de la population, une autre raison pouvant expliquer cette stagnation économique réside dans les changements apportés à la composition de notre PIB par les politiques de Trudeau. Alors que les dépenses gouvernementales ont continué de croître, accaparant une part de plus en plus importante de la croissance économique, les investissements des entreprises ont littéralement stagné au cours des 9 dernières années. En conséquence, notre capital humain est devenu beaucoup moins productif, faute des investissements nécessaires en capital physique. Les grands médias ont largement vanté les programmes sociaux introduits par le gouvernement de Justin Trudeau, allocation pour enfants, programme national de garderie, programme national de soins dentaires et bien d'autres. Le problème, c'est que le Canada n'a tout simplement pas les moyens de financer une partie de ces initiatives, comme en témoigne la détérioration constante du solde budgétaire depuis l'arrivée au pouvoir de Trudeau. Après une période difficile dans les années 90, un redressement important des finances publiques avait été réalisé au début des années 2000. Bien que la récession 2008-2009 ait mis fin au surplus budgétaire du gouvernement fédéral, le gouvernement Harper s'était assuré de rétablir les finances publiques une fois la crise passée. En revanche, sous Trudeau, malgré la forte pression exercée par la pandémie, les finances publiques n'ont jamais été redressées. Les déficits continuent de se creuser et les politiques sociales sont financées à crédit. Il n'est donc pas surprenant que la dette nationale ait presque doublé sous le mandat de Justin Trudeau. Passons maintenant au troisième point, l'immobilier. Le dogme idéologique immigrationniste et la vision post-nationaliste de Justin Trudeau, combinés à son coûteux programme socialiste, n'ont pas été sans conséquences. D'abord, il est clair que le marché de la construction domiciliaire n'a pas pu s'adapter assez rapidement à l'afflux incontrôlé de nouveaux arrivants au pays. En 2023 seulement, il aurait fallu construire 2 fois plus de logements pour accommoder toutes les nouvelles familles ayant entré au pays. Avec un tel déséquilibre de l'offre et de la demande, la flambée des prix de l'immobilier qu'a connu le Canada au cours des dernières années n'est pas surprenante. En fait, la maison canadienne moyenne coûtait en 2022 près de 7 fois le revenu familial médian au pays, alors que ce ratio était de 4,5 en 2015. Quant au prix moyen de logement de 2 chambres, il est passé de 942 $ à 1400 $ à l'échelle du pays. Certes, les politiques immigrationnistes ont eu un impact sur le secteur de l'immobilier. Toutefois, c'est surtout la monétisation de l'immobilier au pays qui cause cette hausse vertigineuse des prix. Si l'immobilier est si prisé par les Canadiens, c'est parce qu'il constitue un excellent substitut
au dollar canadien en tant que réservoir de valeur. Les déficits du gouvernement et l'endettement qui en découlent entraînent des effets inflationnistes. La masse monétaire augmente, le dollar perd de sa valeur et les Canadiens cherchent à protéger leur pouvoir d'achat en se tournant vers l'immobilier. Pour cette raison, l'immobilier n'est plus seulement acquis pour sa valeur d'usage, c'est-à-dire offrir un toit à son propriétaire, mais de plus en plus pour sa capacité à préserver le pouvoir d'achat de celui qui investit. L'immobilier est devenu une forme de compte d'épargne pour les Canadiens, rendant l'accession à la propriété plus difficile que jamais pour ceux qui tentent d'y parvenir. Enfin, parlons de l'aspect sécurité. C'est bien beau avoir un travail, avoir une économie forte et un toit sur la tête, mais si votre vie est menacée à chaque fois que vous prenez le métro, votre qualité de vie s'en trouvera fortement dépréciée. À ce titre, le Canada, ce n'est pas Gotham ni Caracas, mais il faut reconnaître que la sécurité des Canadiens s'est détériorée sous le gouvernement Trudeau. L'indice de gravité des crimes violents et non violents est en hausse depuis 10 ans. En matière de crimes violents, Justin Trudeau a fait reculer le Canada de 20 ans. Alors que la criminalité atteignait un creux historique en 2015 à son arrivée au pouvoir, elle n'a cessé de croître depuis. Par conséquent, le Canadien moyen est aujourd'hui moins en sécurité qu'il ne l'était avant l'arrivée de Trudeau au pouvoir. En affirmant que sa plus grande réalisation a été de travailler pour la classe moyenne en créant une économie qui fonctionne pour les Canadiens, rendant ainsi le Canada un endroit meilleur, Justin Trudeau conclut son mandat à l'image de l'exercice de celui-ci, c'est-à-dire complètement déconnecté de la réalité. Dans les faits, qu'il s'agisse de l'emploi, de l'économie, de l'immobilier ou de la criminalité, la classe moyenne canadienne a été desservie complètement par le gouvernement Trudeau. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.